15 avril 2025. Peuple d'Afrique, saluez, soyez salués. Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui, on sort pour une petite vidéo. Vous êtes sur l'émission Base Décrypte comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les causes réelles de la crise entre l'Algérie et le Mali. D'où vient cette crise? Au-delà du drone abattu, parce que en fait, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. On va dire, c'est le côté visible de l'iceberg. Un drone abattu, des brouilles diplomatiques, des ambassadeurs qui sont appelés, des invectives et tout ça. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache? Aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Derrière tout ça, d'où vient ce problème? D'où vient ce problème? On va l'analyser ensemble et on va essayer d'apporter des preuves, d'étayer tout cela avec des preuves, avec ce qu'on a. Et on verra d'où vient ce problème et qui cache quoi et qu'est-ce qui fait que deux pays voisins à la base qui s'entendaient plutôt bien en sont arrivés là. Donc, pour pouvoir faire ça, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, on va parler de l'accord d'Alger. Parce que tout ce problème, en fait, il découle un petit peu de cet accord d'Alger. Depuis que le Mali a dénoncé cet accord d'Alger, c'est depuis ce jour-là que le régime algérien n'arrive plus à dormir. Mais on va aller voir le pourquoi du comment. Donc pour cela, je vais vous inviter à venir regarder avec moi déjà qu'est-ce que c'est que cet accord d'Alger. Il a été mis en place quand, comment et avec qui. Donc, pour ça, c'est très simple. On va aller sur le site que tout le monde connaît, c'est Wikipédia. Donc, accord d'Alger 2015. L'accord d'Alger, officiellement dénommé Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, est un accord visant à mettre fin à la guerre au Mali. Mais d'accord, c'est un accord qui permet de mettre fin à la guerre au Mali. Du moins, c'est présenté comme ça. Signé le 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako, après des négociations menées à Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad, appelé SEMA. On est d'accord? Ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est deux choses. Enfin, plutôt trois. On dit que cet accord, il vise à mettre fin à la guerre au Mali. Il a été signé en 2015. On est en 2025. La guerre continue. Cet accord, il a été signé le 15 mai et le 20 juin 2015. Ce qui est important à retenir ici, c'est 2015. Donc, après des négociations menées à Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. Je veux aussi que vous reteniez ce nom, ça sera important pour la deuxième partie de cette vidéo. Ici, SEMA. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On nous dit bien que c'est en 2015 que cet accord il a été signé. Mai et juin. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est pourquoi cet accord. En fait, ici, on a trouvé la réponse. On a fait des recherches, et là, ici, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle, hein. C'est Monde Afrique. C'est pas moi qui parle. L'Algérie convoite le pétrole malien. On est le 22 octobre 2014. Retenez bien ça. On est le 22 octobre 2014, soit 7 mois, voire 8 mois avant la signature des accords d'Alger. Donc, à cette époque-là, il n'y a pas d'histoire d'accord d'Alger. Les accords d'Alger, ils n'existent pas. On n'en a pas encore parlé. Mais qu'est-ce qui se dit? Après avoir suspendu ses activités de prospection, en fait, je vous explique rapidement. En 2007, l'Algérie signe un contrat avec le Mali pour explorer, en fait, la possibilité qu'il y ait du pétrole sur le côté malien de la frontière entre nous et l'Algérie. Parce qu'en fait, eux, ils exploitent du pétrole de leur côté. Bon, ils se sont dit, c'est assez intelligent à la base au départ. Ils se sont dit, si nous, on exploite du pétrole de notre côté, très probablement, vu que la frontière c'est juste à côté, très probablement que de l'autre côté, on risque de trouver quelque chose. Donc ils se sont dit, on va venir discuter avec le Mali, on va faire un contrat pour rechercher du pétrole. C'est un contrat qui avait une durée sur 4 ans. On est en 2007. Donc, ensuite, vers les années 2010, 2011, 2012, la guerre au nord du Mali, elle éclate. La guerre au nord du Mali, elle éclate. Les Algériens, les pauvres, ils ne peuvent pas continuer leur truc parce qu'en fait, il y a la guerre. Ils ne peuvent plus faire leur exploitation. Donc, ils décident de suspendre leur recherche et le contrat. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, après avoir suspendu ses activités de prospection au Nord Mali fin 2012, la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach a exprimé aux autorités maliennes sa volonté d'y entreprendre un forage exploratoire dès la signature d'un accord de paix entre les groupes rebelles et le pouvoir de Bamako. Donc ici, l'Algérie vient vers le Mali pour lui dire, écoute, moi, j'avais suspendu en 2012 le contrat d'exploration du pétrole au Mali, maintenant j'aimerais pouvoir reprendre. On est en 2014. Mais pour pouvoir reprendre, on va d'abord signer un contrat, on va d'abord signer un accord de paix avec les mouvements, les groupes armés qui se trouvent au nord. Déjà ici, c'est bizarre. Mais en fait, ici, on comprend le problème. Donc du coup, quand le Mali à l'arrivée d'Assimi Goïta, décide de reprendre
les hostilités et de reconquérir son territoire pour recouvrer son intégrité territoriale, ce qui est tout à fait légitime, et qu'en 2024, après avoir repris Kidal, après avoir repris Ber, après avoir repris Thessalite, après avoir repris Aguelok, après avoir repris les villes de Gao, après avoir repris énormément de villes, le président de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, décide de mettre fin à l'accord d'Alger. Il décide en fin 2023, début 2024, de mettre fin à l'accord d'Alger. Et à partir de ce moment-là, les autorités algériennes ne peuvent plus dormir. Pourquoi? Pourquoi le régime algérien ne peut plus dormir? Parce que son exploitation du pétrole, il est lié à ce foutu accord. Et à partir du moment où il n'y a plus d'accord, ils se disent qu'il n'y a très probablement plus la possibilité d'exploiter ce pétrole. Et ce pétrole, c'est lequel? J'ai oublié de vous montrer. Ce pétrole, c'est lequel? C'est ce qu'on appelle le bassin de Taoudéni. C'est l'un des plus grands bassins sédimentaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand bassin. Il s'étend de la frontière algérienne au Mali jusqu'en Mauritanie. Donc celui qui exploite ce bassin, c'est jackpot. Et aussi, d'autant plus que à cette époque-là, la France, avec Total, aussi commençait des recherches au niveau de la Mauritanie. Il a commencé des recherches de ce même bassin de recherche de pétrole au niveau de la Mauritanie. Donc maintenant, on va revenir sur notre affaire. Donc, une annonce que les pétroliers algériens ont fait directement passer fin juin, au moment où l'Algérie s'est imposée comme médiateur dans le conflit nord-malien. Donc, ici, on commence à entrevoir la duplicité. La duplicité, parce que eux, en fait, ils disent que c'est pour garantir la paix, mais en fait, c'est plutôt pour garantir leur poche, pour garantir leur puits de pétrole. Elle permet, et ici, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Monde Afrique, j'ai rien à voir avec ça. Elle permet à Alger d'asseoir un peu plus son contrôle sur cette région du Mali, qu'elle considère comme sa zone d'influence. Donc l'Algérie considère le nord du Mali comme sa zone d'influence. Et c'est là que ça pose problème. À quel moment elle s'est dit que le nord du Mali était sa zone d'influence? Médiateur de la crise malienne, base arrière d'Iyad Agali. Iyad Agali, c'est le chef terroriste du GSIM, pour info. Du GSIM, ou du GNIM. En tout cas, c'est un chef terroriste, recherché internationalement pour terrorisme, par les États-Unis, par la France, par le Mali. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Et ici, on nous dit que c'est la base arrière d'Iyad Agali, l'Algérie. Principal ravitailleur du Nord, Mali, déserté par l'État. L'Algérie a toutes les cartes pour garder la main sur cette zone qu'elle considère comme sa chasse gardée. La prospection pétrolière constitue un instrument de plus. Donc, ici, on continue. Dotée d'un bloc d'exploration au Nord Mali, la Société nationale pétrolière algérienne Sonatrach, qui s'était retirée du terrain malien en 2012, lorsque les combats ont éclaté dans cette région du pays, n'a pas dit son dernier mot. En juillet dernier, dès qu'il a été décidé que les pourparlers entre les groupes rebelles du Nord et les autorités maliennes auraient lieu à Alger, la Sonatrach a pris contact avec moi. Et c'est qui le dit? Explique Lamine Alexis Dambélé, le directeur général de l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, donc l'OREP. C'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est recherche de pétrole au Mali. Donc lui, il dit que l'Algérie l'a contacté, du moins la Sonatrach l'a contacté, pour lui dire qu'ils ont... le dernier, qu'il a été décidé que les pourparlers entre les groupes rebelles du Nord et les autorités maliennes auraient lieu à Alger. La Sonatrach a pris contact avec moi pour voir si leur contrat était toujours valable. Leur contrat de 2007 qu'ils ont suspendu en 2012. Ils souhaitent vérifier que leur permis était toujours valable et ont affirmé que dès qu'un accord de paix sera signé, ils entreprendront un forage exploratoire. Donc, ici, on voit que l'accord n'est pas du tout une histoire de paix. C'est une histoire de pétrole. C'est une histoire de pétrole. C'est une histoire de pétrole. Donc, un signal fort à travers lequel le grand voisin algérien assoit un peu plus son influence sur son interland nord-malien. Présente au Mali depuis 2007, où elle explore le bloc 20. Le bloc 20, c'est ce fameux bassin de Taoudéni, à travers sa filiale internationale CIPEX. Sonatrach avait obtenu en 2011. Donc en 2011, ils avaient obtenu une prolongation de 2 ans. En 2011, 2012, 2013. Il s'agissait pour le pétrolier algérien de reculer les séances du forage. Après avoir suspendu ses activités en 2012, Sonatrach affirme aujourd'hui sa volonté de forer. Il s'agit en partie de se positionner face à la concurrence de Total, dont les activités de prospection s'accélèrent en Mauritanie, avec avance une source dans le domaine pétrolier. Une manière aussi de contrer toute velléité marocaine. Donc ici aussi, ils veulent contrer la concurrence marocaine, parce qu'ils ne s'entendent pas avec les Marocains. Donc pour eux, la terre entière ne devrait pas s'entendre avec les Marocains. Vos histoires avec le Maroc, ce sont vos histoires avec le Maroc. On ne s'est jamais mêlé de ça. Et on ne se mêlera jamais de ça. Et on n'a aucun intérêt, nous, à se mêler de ça. Ok? Tu as compris? Maintenant, c'est pas pour autant que parce que vous êtes en embrouille avec le Maroc, que nous aussi, on doit être en embrouille avec le Maroc. Le monde, ça ne fonctionne pas comme ça.
Vous n'êtes pas le centre de la Terre ici. Et vous n'êtes pas non plus le centre de l'Afrique. Donc si le Maroc, on doit faire de la diplomatie avec le Maroc, on ira faire de la diplomatie avec le Maroc. Si on doit faire du business avec le Maroc, parce que toute cette folie, elle a commencé aussi à un moment donné où les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES sont partis au Maroc pour aller, pour mettre en place des accords, c'était surtout économiques, et aussi pour avoir une débouchée sur l'océan Atlantique via le Maroc. Et ça, ils ne l'ont pas avalé. Ça, ils ne l'ont pas avalé. Pour eux, ils sont en embrouille avec le Maroc, donc nous aussi, on doit être en embrouille avec le Maroc. Ça n'existe pas, ça existe que chez vous. Nous, on ne fait pas des trucs comme ça. On est des gens sérieux, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'ils disent, oui, ce sont des Marocains qui conduisent les drones, mais ça, on va y revenir dans une autre vidéo, les Marocains qui conduisent les drones. Nous, on achète des drones en Turquie. Donc, encore, vous auriez dit que ce seraient des Turcs qui conduisent les drones. On pourrait se dire, ouais, peut-être, pourquoi pas. Parce que c'est eux qui nous les ont vendus. Donc, mais les Marocains. Donc les Turcs qui ne savent pas conduire leurs propres drones, c'est les Marocains qui vont venir les conduire pour nous. Et ils ne sont pas capables de nous... Disons qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Comme on est des Noirs, on est des teubés, on ne sait pas comment ça fonctionne. Les Turcs, ils ne sont pas capables de venir nous apprendre ça. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de venir les conduire. C'est des Marocains qui vont venir de l'autre côté, depuis leur pays, qui vont venir conduire nos drones pour nous. Donc je ne sais pas comment vous réfléchissez, mais franchement, c'est inquiétant. Franchement, c'est inquiétant. Je ne sais pas comment vous faites, mais votre système de raisonnement, il est vraiment inquiétant. Ensuite, ça, c'était pour cette partie. Et n'oubliez pas, ici, on est le 22 octobre 2014. Cet article a été écrit le 22 octobre 2014. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir là-dedans. C'est Monde Afrique qui l'écrit. Ensuite, on a un autre article, parce qu'on ne peut pas se baser sur une seule source. Ici, on a Agence Ecofin. L'agence Ecofin, elle vient nous dire que, effectivement, la Sonatrach attend un accord de paix pour reprendre l'exploration pétrolière dans le Nord Mali. Le groupe public algérien Sonatrach se prépare à reprendre ses activités d'exploration dans le bassin de Taoudeni dans le nord du Mali dès que Bamako aura signé un accord de paix avec les forces rebelles occupant le nord Mali. Et à cette époque-là, il n'y a pas encore de négociations qui sont lancées concernant cet accord de paix. Il a pris contact à cet effet avec l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, donc l'OREP, à un moment où les autorités maliennes ont décidé d'entamer des pourparlers avec les groupes rebelles. Apprend-on. La Sonatrach a pris contact avec moi, a confié au journal Monde Afrique le directeur général de l'OREP, Lamine Alexis Dembélé. Selon M. Dembélé, il s'était agi pour le groupe public algérien de vérifier si ces permis décrochés sur le potentiel d'hydrocarbures de cette partie du Mali, aux mains des forces rebelles, étaient toujours valables. Occasion saisie par la Sonatrach pour affirmer qu'elle entreprendra un forage exploratoire dès qu'un accord de paix sera signé. Donc, en fait, on se rend compte ici que cet accord de paix, il est lié à cette exploitation. Ou plutôt que cette exploitation de pétrole, il est lié à cet accord de paix. Et à partir du moment où les autorités maliennes, le président de la République, il décide de dénoncer cet accord, bah, qu'est-ce que voit le régime algérien? Il voit tout simplement que son business, son contrat de pétrole, il risque d'y passer. Et ça, il a du mal à l'accepter. Donc c'est pour tout ça, c'est à cause de ça, que l'Algérie aujourd'hui est aussi, on va dire, aussi en rogne en fait. Elle se dit, parce qu'en fait, ils ont, d'après ce qu'on a vu comme information, c'est que l'Algérie aurait investi 11 millions de dollars pour la recherche, de ce pétrole. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en tape, on s'en fout. À partir du moment où vous avez trahi, tant pis, 11 millions, poubelle. On s'en fout. C'est pas chez vous, c'est chez nous. Et on va le récupérer. Ce contrat, vous pouvez mettre une croix dessus. Parce qu'en fait, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mais, petit indice, oubliez ça. Le bassin de Taoudeni, oubliez-le. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas tout. Il y a un deuxième problème. En fait, parce qu'en fait, vous pouvez, en fait, chez nous, on a un proverbe qui dit, quand tu plantes du blé, c'est du blé qui sort. Quand tu plantes de l'arachide, c'est de l'arachide qui sort. Tu ne peux pas t'entendre à autre chose. Quelqu'un qui a l'habitude de voler, il sait faire que ça en fait. Quelqu'un qui a l'habitude de voler, il fera que voler. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça reste un voleur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au Nord Mali, ici, regardez, pourquoi toute cette affaire à Tinzaouaten? Ça aussi, je l'ai appris en écoutant certains... j'ai eu la puce à l'oreille en écoutant certaines interventions d'Algériens, en fait, qui disaient que oui, le problème de Taoudeni, certains chroniqueurs algériens qui expliquaient que le problème de Tinzaouaten, c'est bizarre, en fait, c'est par rapport à des mines d'or. Effectivement, j'ai regardé, donc je suis allé voir sur la carte, ici vous avez Tinzaouaten. Donc hop, on va descendre ici, ici, hein, regardez bien, on est au Mali, hein. C'est nulle part ailleurs, ici c'est le Mali. Hop, on va aller se promener vers Tinzaouaten et on va remarquer quelque chose. Ici c'est Tinzaouaten, donc si on zoome, on est sur Google Earth, hein.
Il n'y a pas de machin. Ici, si on zoome, on voit que c'est la ville de Tinzaouaten. Donc tous les problèmes, ils sont ici. Regardez, la frontière, elle est là. Ça, c'est la frontière Mali-Algérie. Et Tinzaouaten, ça se trouve ici. Donc en gros, ça c'est Tinzaouaten Mali, et ici, c'est Tinzaouaten Algérie. Donc c'est, on va dire, c'est des villes jumelles. Ensuite, ici, on remarque sur la carte qu'il y a un autre Tinzaouaten juste ici, et qui se trouve à peu près à... allez, on est à combien? On est à 3 km. À 3 km, il y a une sorte d'autre Tinzaouaten. En fait, c'est une ville qui s'est constituée à la périphérie de la ville, parce que dans ce secteur-là, en fait, on a tout un tas de mines d'or. Et apparemment, de ce qu'on aurait compris, en fait, il y a tout un tas de généraux algériens ici qui font du business et qui exploitent des gens, qui exploitent ces mines d'or. Et vous allez voir, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et c'est pour ça que, en fait, dans le régime algérien, on a des généraux qui font du business sur ce truc-là. Et quand l'État malien vient ici pour bombarder ici, bah, ça entrave leur business. Sauf qu'ils ont encore oublié un truc, c'est que c'est pas chez eux. Chez eux, c'est ici. Ça s'arrête là. Sauf qu'ici, c'est chez nous. Et regardez, on va aller voir. On va aller voir. Vous voyez ici, c'est que des mines d'or d'exploitation. Et depuis juillet 2024, l'AES a décidé de mettre un terme à tout ça. Avec leurs partenaires, ils ont décidé de mettre un terme à tout ça. Et on va les compter un petit peu, ces mines d'or ici. Vous allez voir, c'est incroyable. On en a une ici, une exploitation ici. On peut voir, hein, ils ont creusé, machin et tout ça. C'est pas des divagations. C'est pas moi qui divague. Et ici encore, on en a une autre, ça fait 2. Ici, on en a une, ça fait 3. Alors, on va continuer. Hein. Ça fait 3, 4, 5, 6. Ici, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore une autre mine qui est exploitée ici, 7. Bon, on va arrêter le décompte. Hein. Il y en a une dizaine. On a une dizaine de mines. Il y en a des petites et des plus grosses. Sauf que, ici, c'est le Mali. Donc le Mali a décidé de mettre un terme à tout ça et de récupérer l'ensemble des mines qui se trouvent ici. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent, eux, les Algériens? Eux, ils disent, nous, on a fait appel à des mercenaires, russes. Donc, pour les payer, on veut utiliser ces mines-là pour les payer. Donc, il y a une partie, c'est eux qui vont les prendre. Et il y a une autre partie, comme c'est le Qatar, en fait, le truc n'a ni queue ni tête. Hein. Ce que je vais dire là, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est eux qui le disent. Que c'est le Qatar qui finance les mercenaires russes. Donc, de ce fait, les mercenaires russes, quand eux, ils récupèrent l'or, en fait, ils l'envoient au Qatar. Je crois que le Qatar prend 30% de ça. Et le reste, c'est pour les mercenaires russes. Et nous, derrière, on n'a rien. Donc, eux, ils sont contre ça. Disons que c'est vrai. Disons que vos divagations, là, après avoir fumé la hashish pendant un moment, en disant que ce que vous dites là, c'est vrai. C'est où? C'est où? Ces mines, elles sont où? Elles appartiennent à qui? Elles sont où? Elles sont sur le territoire de qui? Elles appartiennent à qui? La question, elle est là. La vraie question, elle se pose que là. Ces mines-là, c'est sur le territoire de qui? Jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie, c'est derrière cette ligne. Donc ici, c'est chez nous. Donc si on décide de les donner aux Philippins, ça ne nous concerne que nous. Parce que ça appartient au Mali et pas à l'Algérie. D'accord? Donc, nos mines d'or, on en fait absolument ce qu'on veut. Et vous n'avez aucun mot à dire là-dessus. Aucun. Si vous n'êtes pas content, comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez déménager. Je sais que vous allez venir envahir mes commentaires pour machin, mais c'est que la vérité que je dis ici. C'est que la vérité. Il n'y a pas, y a rien à contester ici. Parce que cette zone-là, jusqu'à preuve du contraire, elle est chez nous. Et si vous regardez bien, le drone du Mali qui a été abattu, il a été abattu dans cette zone-là. Donc, il s'apprêtait très probablement à frapper dans ces zones-là. Il a été abattu un peu par là. Et il s'apprêtait à bombarder par ici. Parce que, revenons ici, sur ce lien-là, base arrière d'Iyad Agali, c'était Iyad Agali apparemment qui était visé. Et c'est lui qu'il fallait protéger. Et d'autres, mais surtout lui. Mais d'autres aussi bien plus graves, mais lui aussi. Donc, ça, c'est factuel. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même et des articles. En faisant le recoupage d'informations, on atterrit sur cette information-là. Donc ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on entend beaucoup aussi, que ce soit les trolls dans les commentaires, qui viennent nous dire, oui, les mouvements Touareg, les groupes armés Touareg au nord du Mali, ce ne sont pas des terroristes, c'est des gens qui se battent pour je ne sais pas quoi. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Est-ce que c'est des terroristes? Est-ce que ce n'est pas des terroristes? Avant de pouvoir le définir, enfin, avant de pouvoir dire si c'est des terroristes ou pas, il faut définir c'est quoi un terroriste. Qu'est-ce que c'est qu'un terroriste?
Et à partir de quel moment on peut dire que quelqu'un est un terroriste? Bah pour ça, on est aussi allé faire des recherches, parce que nous, on ne parle pas dans le vide. On ne parle pas dans le vide. Parce que ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa parole. C'est tout. On n'est pas des fanfarons. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous, on n'est pas des fanfarons. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose de vrai. Ou sinon, on se tait. Maintenant, ici, je suis allé voir un petit peu, j'ai tapé terrorisme, définition. Je suis tombé sur ce site-là, Musée mémorial du terrorisme. Je ne savais même pas qu'il y avait un musée du mémorial du terrorisme. Bref, la diversité des organisations qualifiées de terroristes, celle des contextes idéologiques, sociaux, machin, truc. On a tout un tas de trucs. Ensuite, on dit l'importance des désaccords entre pays membres explique aussi l'absence de définition juridique du terrorisme par les Nations Unies. Donc les Nations Unies, ils n'ont pas défini c'est quoi un terroriste. Mais par contre, en droit français, la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l'État est la première à le définir. Comme, ils le définissent comment? Une entreprise individuelle, écoutez bien, une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc apparemment, la définition du terrorisme, ce serait ça. Du moins, pour le droit français. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir comment est-ce que les gars du Nord, là, les terroristes que nous, on a définis comme étant des terroristes, est-ce qu'ils font partie de cette définition? Ensuite, on va descendre. Côté scientifique, ça c'était la loi française. Maintenant, côté scientifique, le terrorisme demeure aussi objet de débat pour les chercheurs. Quelques critères déterminants peuvent cependant être retenus. Et là, on va aller voir ce que c'est. L'usage ou la menace d'une forme de violence extrême, intentionnelle, disproportionnée, entraînant des destructions de vie, d'infrastructures et d'informations. À partir du moment où tu rentres dans cette catégorie-là, tu peux être défini comme terroriste. D'accord? Ensuite, l'intention d'intimider ou de déstabiliser un système en place, État, société, groupe humain ou politique, pour le détruire ou le pousser à agir contre sa volonté. Donc si tu rentres dans cette deuxième catégorie, tu peux aussi être défini comme terroriste. Le caractère souvent organisé, cellules, mouvances, réseaux, d'un phénomène se réclamant d'une idéologie, même si l'acte peut être solitaire, une dimension spectaculaire destinée à frapper l'opinion publique. On sait tous que c'est leur méthode, c'est leur marque de fabrique. L'existence d'objectifs politiques, je répète une dernière fois, l'existence d'objectifs politiques, religieux, sociaux. Coup de grâce, le rejet des lois nationales et internationales au nom d'une légitimité autre. Le rejet des lois nationales et internationales au nom d'une légitimité autre. Donc, l'acte terroriste renvoie ainsi à l'utilisation délibérée de violences disproportionnées à des actes asymétriques, parfois présentés comme ceux du faible au fort, déclenchés par des entités généralement organisées et clandestines, visant à susciter une terreur collective, le tout en pouvant choisir des cibles indirectes pour renverser un ordre légal, intimider ou contraindre un gouvernement. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir comment est-ce que les gars du Nord, là, les terroristes que nous, on a définis comme étant des terroristes, est-ce qu'ils font partie de cette définition? Ensuite, on va descendre. Côté scientifique, ça c'était la loi française. Maintenant, côté scientifique, le terrorisme demeure aussi objet de débat pour les chercheurs. Quelques critères déterminants peuvent cependant être retenus. Et là, on va aller voir ce que c'est. L'usage ou la menace d'une forme de violence extrême, intentionnelle, disproportionnée, entraînant des destructions de vie, d'infrastructures et d'informations. À partir du moment où tu rentres dans cette catégorie-là, tu peux être défini comme terroriste. D'accord? Ensuite, l'intention d'intimider ou de déstabiliser un système en place, État, société, groupe humain ou politique, pour le détruire ou le pousser à agir contre sa volonté. Donc si tu rentres dans cette deuxième catégorie, tu peux aussi être défini comme terroriste. Le caractère souvent organisé, cellules, mouvances, réseaux, d'un phénomène se réclamant d'une idéologie, même si l'acte peut être solitaire, une dimension spectaculaire destinée à frapper l'opinion publique. On sait tous que c'est leur méthode, c'est leur marque de fabrique. L'existence d'objectifs politiques, je répète une dernière fois, l'existence d'objectifs politiques, religieux, sociaux. Coup de grâce, le rejet des lois nationales et internationales au nom d'une légitimité autre. Le rejet des lois nationales et internationales au nom d'une légitimité autre.
Donc, l'acte terroriste renvoie ainsi à l'utilisation délibérée de violences disproportionnées à des actes asymétriques. Parfois présentés comme ceux du faible au fort, déclenchés par des entités généralement organisées et clandestines, visant à susciter une terreur collective, le tout en pouvant choisir des cibles indirectes pour renverser un ordre légal, intimider ou contraindre un gouvernement, un régime, une nation à ses revendications et atteindre un objectif politique, donc je répète, atteindre un objectif politique et idéologique que lui seul juge légitime. Terroriste ou pas terroriste? Je pose la question. Terroriste ou pas terroriste? Question mark. Répondez-moi. Ensuite, ça c'est le début. Est-ce que les gens se rappellent du bateau Tombouctou? Je vais vous montrer ce que c'est. Bateau Tombouctou. En gros, c'était une péniche qui transportait. C'est une péniche qui faisait du transport entre Gao et. En fait, ça ressemble à ça. Regardez. Elle faisait sur l'axe Gao, dans le fleuve, c'était une péniche qui permettait en fait de transporter des personnes, tout simplement. Donc, ce bateau, comme vous allez le voir ici, il a été attaqué par vos fameux amis que vous qualifiez de pas terroristes. D'accord? Que vous qualifiez de pas terroristes. Ils ont attaqué ce bateau-là. Pendant qu'ils transportaient des civils. Il y a des nourrissons qui ont été tués pendant cette attaque-là. C'est un bombardement. Enfin, un bombardement. Ils l'ont attaqué avec des RPG et tout ça. Donc, ça, c'est de la terreur ou c'est pas de la terreur? Ce que vous voyez à l'écran, là, tout de suite, c'est de la terreur ou c'est pas de la terreur? C'est ces personnes-là que vous soutenez, auxquelles vous dites que ce ne sont pas des terroristes, et que vous hébergez chez vous, que vous gardez chez vous, que vous protégez chez vous. Ça s'est passé au moment où les Nations Unies, le Mali a demandé aux Nations Unies de quitter chez nous. Les bases des Nations Unies, c'est les Nations Unies qui ont décrété qu'il devait être rétrocédé à l'État malien, et vos terroristes là ont décidé qu'il devait être rétrocédé à eux, ce qui n'a aucun sens. À cette époque-là, c'est à ce moment-là que la libération de Ber, comme vous aimez dire que la situation s'aggrave depuis que les gens sont partis, depuis qu'on a chassé les Nations Unies et tout ça, c'est depuis ce moment-là qu'on a libéré Ber, c'est des villes que vous ne connaissez pas parce que ça ne vous intéresse pas, qu'a été libéré Tessalit, Aguelhok, des endroits où on avait massacré des civils et des militaires. Aguelhok, toute la partie Gao, Kidal à l'époque, grosse ville aussi qui a été libérée, Gundam, et j'en passe. Des dizaines et des dizaines de villes libérées pendant cette période-là. Pour se venger, vos copains là, que vous appelez qui ne sont pas des terroristes, ils ont bombardé un bateau dans lequel il y avait des civils. Et je me rappelle à cette époque-là, je me rappelle comme si c'était hier. Il y a un nourrisson de 8 mois, je crois, qui a été tué. Sa mère a été tuée. Qu'est-ce que vous dites? Terreur ou pas de terreur? Terroriste ou pas terroriste? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites-nous, parce que nous, on veut savoir. Apparemment, ce n'est pas des terroristes. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi je vous dis que c'est eux qui ont bombardé? Vous allez me dire, ouais, mais non, mais ce n'est pas eux, c'était le JNIM. À l'époque, on se souvient, ils ont dit que le JNIM, c'est le JNIM qui a revendiqué. Sauf que non. Il y a eu une revendication, apparemment, ils ont dit que c'était le JNIM. Le JNIM est sorti pour dire qu'eux, ils ne s'attaquent pas aux civils. Donc, même les terroristes sont moins terroristes que les gens que vous protégez. Ensuite, nous, on a d'autres preuves. Regardez, enfin, on a d'autres informations. Regarde, la ville de Léré, région de Tombouctou, a été attaquée vers 15h30. Ici, on est le 17 septembre 2023. Et c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là que le bateau il a été attaqué. La ville de Léré, région de Tombouctou, a été attaquée vers 15h30 GMT. Et la CEMA, coordination, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est avec ces gens-là qu'on devait négocier l'accord d'Alger. La CMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Donc revenons à ces gens-là. Coordination des mouvements de l'Azawad revendique l'attaque. Des hommes armés ont pris le contrôle de 2 camps militaires de la ville. Aucun bilan n'est disponible. L'armée malienne annonce des mesures de riposte et exhorte les populations à garder leur calme et à éviter tout mouvement. Ça, c'est le même jour où il y a eu l'attaque. C'est une attaque simultanée. L'attaque du camp de Léré et l'attaque du bateau Tombouctou. C'est eux qui l'ont revendiqué. L'attaque du bateau Tombouctou. Un mystère qui s'épaissit. Le 23 septembre, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, du coup le GSIM, qui regroupe plusieurs groupes terroristes, a démenti toute implication dans l'attaque. Le même jour, la branche locale du groupe terroriste JNIM a fait de même. Les deux groupes
Le JNIM et le GSIM ont indiqué qu'ils n'avaient rien à voir avec cette attaque. Pourtant, ce n'est pas les derniers à vouloir revendiquer des attaques, même quand ce n'est pas eux. Mais là, c'était trop gore pour eux. C'était trop gore pour eux. Ces dénégations ont suscité la surprise et la confusion. La CEMA, qui se présente comme une organisation non terroriste, n'a toujours pas condamné l'attaque. Tout simplement parce que c'était eux. Et ils l'ont revendiqué, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, ils l'avaient revendiqué, cette attaque. La CEMA a revendiqué cette attaque contre le bateau Tombouctou. Qu'est-ce que vous allez nous dire de plus? Est-ce des terroristes ou est-ce pas des terroristes? Dites-nous, on veut savoir. Si ça, c'est pas des terroristes, dites-moi comment on qualifie ces gens. Et au-delà de tout ça, c'est à partir de là, que l'État malien a mis en place, des mandats d'arrêt international contre Iyad Agabi, Ahmed Koufa et tout un tas de représentants de ces groupes armés terroristes que vous gardez chez vous. Donc, la prochaine fois, quand vous allez venir nous raconter vos bêtises, comme quoi ce n'est pas des terroristes, expliquez-nous cette action. Parce qu'il faut que vous voyez, expliquez-nous ça. Quel est le type de personne qui fait ça? À des civils qui veulent juste traverser un fleuve. Qui est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est des terroristes? Est-ce que c'est une armée? Est-ce que c'est des rebelles? Et est-ce que, pour finir, est-ce que ces gens correspondent à cette définition? À partir du moment où ils correspondent à cette définition, ce sont tout simplement des terroristes. Et de toutes les façons, quoi qu'il en soit, comme j'ai dit la dernière fois, vous avez déclaré le mouvement d'autodétermination de la Kabylie comme mouvement terroriste. Ils ne sont même pas armés. Vous les avez déclarés comme terroristes. Nous, on a des groupes armés, on les déclare comme terroristes. Où est votre problème? Où est votre problème? Ce sont des terroristes. Aujourd'hui, ce sera des terroristes demain. Et pour ce fait, ils seront éliminés comme il se doit. Ils seront neutralisés comme il se doit. À bon entendeur, salut. Moi, j'ai terminé. Le reste est à vous. Salam alaikum. Autre chose aussi. Ici, je vous ai mis sur Wikipédia le Front de libération de l'Azawad, plus connu sous le nom de FLA. C'est les mêmes mecs, les mêmes gars du SEMA qui ont changé de nom récemment pour se faire appeler FLA. Ils ont changé de nom apparemment le 30 novembre. Le Front de libération de l'Azawad, le FLA, en touareg ça s'écrit comme ça, en arabe ça s'écrit comme ça, ou FLA, est une organisation politique et militaire du nord du Mali, fondée le 30 novembre 2024, formée après la dissolution du cadre stratégique permanent, le CSP, qui regroupait le MNLA, le CSA, le MAA, le GATIA, le HCUA. HCUA, c'est une émanation d'un groupe terroriste. Hein. C'est un sardine qui a changé de nom, qui est devenu HCUA, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, ce FLA, il a été fondé le 30 novembre 2024, n'est-ce pas? C'est les mêmes regroupements que Touareg, que vous appelez, qui ne sont pas des terroristes, qui ont créé le FLA. Ils ont changé de nom, il n'y a plus la CEMA, il n'y a plus le CSP, tout ça. Parce qu'en fait, le CSP, c'est un regroupement du MAA, du Mouvement Arabe de l'Azawad, du MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, du HCUA et du GATIA. GATIA, qui est le groupe de Touareg, Imgad et alliés, qui eux sont alliés à l'État malien. Donc, le GATIA, eux, ils se sont retirés. Le CSA aussi s'est retiré. C'est des groupes qu'on connaît. Venez pas jouer les malins. Nous, c'est des groupes qu'on connaît, parce qu'ils sont chez nous. C'est des gars qu'on connaît. Enfin, des groupes qu'on connaît. Ensuite, ils ont créé le FLA. Donc, quand ils ont créé le FLA, c'est eux qui ont été bombardés à Tinzaouaten et ils ont perdu 8 de leurs dirigeants lors d'une réunion. D'accord? C'est ces gens-là. 8 de leurs dirigeants, dont Farag Al-Mahmoud, un bandit de grand chemin. Maintenant, retenez bien ça. FLA, Front de libération de l'Azawad. On va aller chez nos amis de chez RFI. Rebelles du FLA et djihadistes du JNIM envisagent de mener des opérations conjointes dans le nord du Mali. Au Mali, des négociations sont en cours entre les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM. Information révélée le lundi 3 mars 2025, par notre confrère Wassim Nasr de France 24. Le FLA, Front de libération de l'Azawad, ce sont les rebelles indépendantistes du nord du Mali qui avaient signé en 2015 un accord de paix avec l'État malien et qui ont repris les armes après la rupture de cet accord par les autorités de transition actuelles il y a 1 an et demi. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, rassemble les groupes djihadistes actifs au Sahel et liés à Al-Qaïda. Les frontières ont toujours été poreuses, mais après le reste, on s'en tape. On sait que maintenant, ces gens-là se sont alliés à Al-Qaïda. Donc venez nous expliquer comment vous expliquez aux gens que ces gens-là ne sont pas des terroristes. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Le reste, je m'en tape. À partir du moment où vous arrivez à m'expliquer ça, après, on peut parler du reste. En tout cas, de toutes les façons, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à nous expliquer ça, on peut venir discuter. Mais les gens qui font ça, comment vous les nommez?
Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Pour le reste, moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous de regrouper le reste des informations. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste est à vous. Maintenant, si c'est pour venir polluer mes commentaires, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution maintenant.